Fior, alors que l'Occident débat de plus en plus de la probabilité d'un triomphe de Poutine, la capitale britannique devient le lieu d'une réunion urgente en présence de Zelensky. Parallèlement, le leader russe, si l'on en croit des sources internes, a l'intention de démontrer sa force aux dirigeants européens en organisant une liaison aérienne vers la capitale hongroise, ce qui pourrait provoquer une nouvelle vague de mécontentement de Trump. Le président américain exprime des opinions ambiguës sur l'avenir de l'Ukraine. L'Allemagne traverse une nouvelle crise politique. Le chancelier Merz utilise une rhétorique radicale qui suscite l'indignation du public. Plus de détails dans un instant. La planète retient son souffle en attendant une rencontre capable de remodeler le paysage politique européen. Conversation sur les prochaines négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans la capitale hongroise. Les préparatifs vont bon train. Les structures diplomatiques fonctionnent à un rythme accéléré. Selon la presse occidentale, des consultations personnelles préliminaires entre les personnalités clés, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, pourraient avoir lieu dès cette semaine. Selon des informations préliminaires, leur poignée de main est prévue pour le 23 octobre. La veille, un contact téléphonique a eu lieu entre les parties russes et américaines à l'initiative de Rubio. La ressource officielle du département d'État américain a publié une déclaration soulignant l'importance des consultations à venir comme une chance d'unir les efforts pour parvenir à une résolution stable de la confrontation russo-ukrainienne. Conformément à la conception du président Trump, Moscou, de son côté, a qualifié les négociations de constructives et s'est exprimé avec plus de retenue, faisant état d'une discussion substantielle sur les actions pratiques potentielles pour mettre en œuvre les accords conclus lors de la conversation téléphonique entre Poutine et Trump le 16 octobre. Cependant, la date exacte de la rencontre présidentielle est encore inconnue et une question logistique et politique majeure se pose. Comment Vladimir Poutine se rendra-t-il dans la capitale hongroise ? Hier, la Bulgarie a annoncé qu'elle était prête à analyser la proposition russe concernant l'ouverture de l'espace aérien pour le passage de l'avion présidentiel. Le ministre bulgare des Affaires étrangères, commentant la question du corridor aérien, a posé une question rhétorique. Comment, selon vous, les négociations devraient-elles avoir lieu si l'un des participants ne peut pas s'y rendre ? Selon lui, lorsque des efforts sont déployés pour parvenir à la paix, il est logique d'organiser une telle rencontre par tous les moyens disponibles. Cette position des dirigeants bulgares crée un précédent et place d'autres capitales européennes, notamment Varsovie, devant un choix extrêmement difficile. La presse polonaise affirme qu'une demande potentielle de Moscou de survoler le territoire de l'Union européenne constitue une attaque de réputation piégeant Varsovie et d'autres États dans une impasse. Des diplomates, lors de conversations officieuses, reconnaissent que toute décision s'avérera défavorable à l'Union européenne et qu'elle pourrait considérablement irriter Donald Trump. La Pologne est confrontée à un dilemme douloureux. Un refus irriterait Trump qui exercerait des pressions en affirmant que Poutine se rend à des négociations de paix. Un accord entraînerait des accusations de capitulation devant un criminel de guerre, cite les éditions RMFM un diplomate européen concluant que toute option s'avérera mauvaise. À Varsovie, on espère que Poutine choisira une trajectoire passant par la Serbie, car lui-même ne voudra probablement pas survoler le territoire polonais. La presse a immédiatement rappelé la catastrophe aérienne de Smolensk en 2010, qui a coûté la vie à de hauts dirigeants polonais, dont le président Lech Kaczynski. La Lituanie a adopté une position de principe. Le chef de Metastutis Budrys a déclaré qu'il n'envisageait pas la possibilité d'un vol de l'avion présidentiel russe dans l'espace aérien lituanien. Nous sommes obligés de suivre les principes européens convenus par tous. La seule place de Poutine en Europe est La Haye devant le tribunal et non l'une de nos capitales, a-t-il déclaré. Le Kremlin ne révèle pas encore la logistique du vol présidentiel vers la capitale hongroise, laissant l'Europe dans une attente tendue.
Dans un contexte d'incertitude diplomatique et de mécontentement européen croissant en raison de l'exclusion de l'Ukraine des négociations de Budapest, Vladimir Zelensky prend sa propre initiative, il se rend à Londres, où aura lieu le 24 octobre une réunion d'urgence des représentants de la coalition de soutien. Selon The Guardian, Zelensky a l'intention d'obtenir des garanties de sécurité pour Kiev. Cette annonce fait suite à la déclaration du chef de la diplomatie européenne, Kai Kallas, qui a averti, bien qu'elle croie au désir sincère de Trump de parvenir à la paix, aucune négociation ne portera ses fruits sans la participation de l'Ukraine et de l'Europe. Selon elle, faire pression sur l'Ukraine n'est pas une voie vers la fin de la guerre. The Washington Post précise que Zelensky cherche un soutien européen après une deuxième visite très ambiguë à la Maison-Blanche. La déception suscitée par cette rencontre sera le principal thème des négociations diplomatiques de cette semaine. L'édition publie de nouveaux détails sur le comportement de Trump avec Zelensky. Selon un diplomate européen informé de la rencontre, celle-ci a été chaotique. Trump a proposé de mettre fin rapidement à la guerre et s'est plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix. Le message était le suivant: la Russie ne veut que le Donbass, c'est une bonne affaire. Poutine cherche à mettre fin à la guerre et cela peut se faire rapidement, a déclaré le diplomate. En Occident, on parle de plus en plus fort de la victoire de Poutine. Des diplomates européens, dans une interview au même de Washington Post, affirment qu'après la conversation téléphonique, le Kremlin a retrouvé sa poigne. Le sentiment général est que Poutine connaissait ses actions et a touché Trump. En d'autres termes, la conversation téléphonique a eu un grand impact, est-il dit dans l'article. Zelensky lui-même a confirmé sa volonté de se rendre dans la capitale hongroise, mais a admis le pire scénario pour l'Ukraine dans lequel Trump et Poutine pourraient s'entendre dans le dos de Kiev. Dans une interview accordée à des journalistes ukrainiens, Zelensky s'est adressé indirectement aux Russes. Même lorsqu'il semble que vous êtes dans une impasse, vous n'êtes pas allé si loin. Deuxième principe, ne jamais nuire à sa propre maison. Et c'est une priorité. Il a ajouté que si la configuration des négociations prévoit l'Amérique comme médiateur, c'est une chose. Mais si la pression est exercée uniquement sur l'Ukraine, il n'y aura pas de gagnant. Nous ne laisserons pas les Russes gagner, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les humeurs dans la société ukrainienne changent. De nouvelles données d'un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev montrent que plus de la moitié des Ukrainiens, 52%, estimant que les États-Unis sont fatigués de la guerre et font pression sur Kiev pour une paix injuste. La part de ceux qui voient les États-Unis comme un allié fiable est tombée à 38%. Une tendance similaire est observée concernant l'Europe. La confiance a diminué et le sentiment de pression augmente. Les sociologues notent que c'est la première fois depuis longtemps que la confiance envers les partenaires occidentaux diminue, coïncidant avec la discussion sur les négociations de paix avec la participation de Trump et Poutine. Donald Trump lui-même a fait une déclaration la veille, ajoutant seulement du brouillard. À la question d'un journaliste sur la raison pour laquelle il parlait d'une possible victoire de l'Ukraine il y a quelques semaines et que la situation a changé maintenant, Trump a répondu « Que pouvait-il faire ? Ils sont et toujours capables de gagner. Je ne pense pas qu'ils gagneront, mais ils pourraient le faire. Je n'ai jamais affirmé qu'ils gagneraient, j'ai dit qu'ils étaient capables de gagner. Tout peut arriver. Vous savez, la guerre est une chose très étrange. Pendant que les jeux politiques se jouent, Washington frappe l'Europe. Les États-Unis freinent le plan du G7 visant à utiliser les avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine, invoquant des risques pour la stabilité du marché mondial. Cette décision a été un coup dur pour l'Union européenne qui tentait de convaincre les autres pays du G7 de soutenir la proposition d'utiliser les avoirs gelés de la Banque centrale russe comme garantie pour obtenir des prêts d'un montant allant jusqu'à 140 milliards d'euros pour l'Ukraine. Pendant que les diplomates mènent des négociations difficiles, la situation sur le front s'aggrave à l'extrême. La chaîne de surveillance Deep State rapporte que les forces armées ukrainiennes pourraient se retirer de Kupiansk, une ville de la région de Kharkiv, dans les prochaines semaines. La situation est décrite comme étant à la limite. Dans un avenir proche, il deviendra clair si la ville tiendra
ou si la défense des forces armées ukrainiennes s'effondrera. Les groupes d'assaut russes dans la ville renforcent leurs forces et se précipitent vers la traversée dans la région de Kupiansk-Uzlovoï. La pression augmente, de nombreuses forces russes sont concentrées dans la ville tandis que les unités ukrainiennes mènent des raids dans le centre. Les prochaines semaines seront décisives pour le sort de Kupiansk. Soit les forces de défense ukrainiennes trouveront des réserves pour se stabiliser, soit l'ennemi accumulera une masse critique d'infanterie. Pendant que le sort du front se joue dans l'est de l'Europe, un scandale éclate en Allemagne, son cœur politique. Le chancelier Friedrich Merz a fait tapis et a repris une rhétorique d'extrême droite pour discréditer le parti alternatif pour l'Allemagne. Selon Bloomberg, après une vague de critiques pour des déclarations sur les réfugiés et les problèmes du paysage urbain jugés discriminatoires, Merz non seulement ne s'est pas excusé, mais a intensifié la pression. « Je n'ai aucune raison de m'excuser », a-t-il déclaré, ajoutant que les villes allemandes en deviennent de plus en plus dangereuses, en particulier pour les femmes. Il a poursuivi, je cite, « Demandez à vos filles si vous en avez. Elles confirmeront toutes qu'après la tombée de la nuit, il y a un problème. » Ainsi, Merz a laissé entendre que l'augmentation de la migration est directement liée à la criminalité de rue, un thème activement exploité par les représentants de l'AG. Merz, qui avait autrefois promis de réduire de moitié le soutien aux ultra-droitiers, subit une énorme pression en raison de la popularité croissante de l'alternative pour l'Allemagne anti-immigrée qui occupe la première place dans certains sondages. Néanmoins, il assure que l'Allemagne restera un pays ouvert et accueillera les spécialistes étrangers prêts à travailler et à s'intégrer. Mais la migration non réglementée vers le système de sécurité sociale sera strictement limitée des drames politiques en Allemagne aux drames personnels en France. L'ancien président Nicolas Sarkozy se prépare à la chute la plus retentissante de l'histoire politique du pays au cours des dernières décennies. Le 21 octobre, il doit commencer à purger une peine de prison dans une cellule individuelle de la prison de la Santé à Paris. Quelques jours auparavant, il s'est rendu au palais de l'Élysée où il a rencontré personnellement Emmanuel Macron. Les détails de la rencontre ne sont pas divulgués, mais le chef de l'État actuel a déclaré plus tard qu'il était naturel d'un point de vue humain de recevoir l'un de ses prédécesseurs dans une telle situation. Le politicien de 70 ans a été condamné à 5 ans de prison dans l'affaire du financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le gouvernement libyen de Mouammar Kadhafi. Malgré un appel, le tribunal a ordonné l'exécution immédiate de la sentence sans délai ni privilège. Pendant ce temps, un scandale se déroule à Kiev lié aux forces de l'ordre. 2 policiers corps de la capitale ont comparu devant le tribunal après une violente bagarre près d'un bureau d'enrôlement militaire. Le bureau d'état d'enquête a rapporté qu'ils avaient brutalement battu un homme près d'un centre commercial et de divertissement. Une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux montre l'utilisation de la force par des policiers. Tout a commencé par un conflit. L'homme a été arrêté et a pulvérisé du gaz poivré dans sa voiture. Au lieu d'agir conformément à la loi, les policiers ont franchi la ligne rouge, organisant une justice sommaire directement dans la rue. Maintenant, ils sont eux-mêmes sous enquête. L'une des personnes soupçonnées s'est déjà vue imposer une mesure de contrainte sous la forme d'une assignation à résidence de 24 heures sur 24 pendant 60 jours. Le policier lui-même a déclaré au tribunal qu'il avait pris conscience des conséquences et qu'il se repentait. Il risque jusqu'à 8 ans de prison en vertu de l'article sur l'abus de pouvoir. Dans un contexte de nouvelles inquiétantes provenant de différents coins du monde, il existe des événements d'une autre ampleur. L'Ouzbékistan se prépare à un événement historique. La ville de Samarcande est fermée et mise en quarantaine pendant 2 semaines, mais inhabituelle. Du 30 octobre au 14 novembre, l'entrée dans la ville sera fermée pour la tenue de la 43e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Le ministère de l'Intérieur a publié un avertissement demandant de reporter les voyages. Les autorités promettent des itinéraires de contournement pour le transport en transit et distribuent des dépliants avec des codes QR vers des cartes en ligne. Mais en fait, pendant 2 semaines, Samarcandé deviendra une ville fermée.
L'entrée n'est autorisée qu'aux délégations, à la sécurité et sur laissez-passer spéciaux. Le forum de l'UNESCO sera l'un des plus grands événements internationaux de l'année pour l'Ouzbékistan. Les médias ouzbeks écrivent que la décision d'organiser la session à Samarcandé est un acte de confiance et de reconnaissance de l'autorité internationale du pays. En effet, au cours des 40 dernières années, aucun pays n'a accueilli la conférence générale de l'UNESCO. Le symbolisme du choix est évident. Samarcande elle-même est une ville où se croisaient autrefois les caravanes de la route de la soie et aujourd'hui les flux numériques et culturels du XXIe siècle. Les thèmes clés de la conférence sont la préservation du patrimoine culturel, l'éthique de l'intelligence artificielle, le développement durable et le rôle des femmes dans la science. Pour conclure, comme toujours, une nouvelle pour l'ambiance et la discussion. Les hommes se précipitent à l'hôtel. Une nouvelle étude a montré que ce sont eux et non les femmes qui sont le plus souvent pressés d'entamer des relations et de se marier. Tels sont les résultats d'un sondage de l'Institut Kinsey et du portail de DA Home. Les chercheurs réfutent le stéréotype répandu. Un sondage auprès de 2000 Américains célibataires a révélé que les hommes sont plus souvent désireux d'accélérer les relations. Près de 29% sont prêts à emménager plus rapidement avec leur partenaire et près de 19% à se marier plus rapidement. Chez les femmes, ces chiffres sont plus bas, 18,8% et 13,7%. En conséquence, la principale raison n'est pas la romance, mais l'économie. De nombreux hommes reconnaissent qu'ils sont prêts à beaucoup pour économiser sur le logement et d'autres dépenses, mais les experts soulignent un facteur psychologique. Pour les hommes, les relations deviennent souvent la principale source de soutien social et émotionnel, tandis que les femmes comptent plus souvent sur leurs amis et leur famille. Les scientifiques avertissent que la pression moderne et les idées traditionnelles sur la masculinité empêchent les hommes d'exprimer ouvertement leurs émotions et de rechercher la proximité en dehors des relations. En conséquence, les hommes se sentent plus souvent seuls et aspirent au mariage pour combler ce vide émotionnel. Êtes-vous d'accord avec ces statistiques ? Écrivez dans les commentaires. C'est tout pour l'instant les amis, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de soutenir mon travail avec un like, un abonnement et un commentaire. Merci à tous, à demain.